Plan d'investissement millionnaire, c'est exactement ce que tu vas vivre dans un instant et vous allez découvrir à travers ce coaching live comment est-ce qu'il va pouvoir construire un parc immobilier millionnaire et générer 3 à 5 000 euros de revenus de l'immobilier dans les prochaines années. L'avantage fiscal en société, c'est quoi? Alors vous avez une société, c'est une société quoi, d'exploitation, de management, peu importe, elle a une activité. Ok. Donc moi par rapport à ça, on en a déjà parlé, moi ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir une société immobilière. Ça c'est la première chose. Et vous prêtez l'argent de votre société, qui est votre vache à lait, à la société immobilière pour réinvestir dans cette société à but uniquement immobilier. Pourquoi faire ça? Deux raisons principales. La première raison, c'est le fait que vous n'avez pas un mélange de TVA, parce que dans une immobilière, il n'y a pas de TVA. Donc, alors que dans votre activité actuelle, il y a certainement de l'assujettissement TVA. Donc, ça va être comptablement un brouhaha incroyable. Et la deuxième des raisons, c'est qu'on ne met pas les œufs dans le même panier. Donc, ça veut dire que si votre business il coule, votre bien immobilier il coule si vous achetez ça dans la même société. Donc c'est pour ça que séparer les deux, pour moi, c'est le top. Et vous pouvez faire un prêt donc, de la société qui génère du cash à l'immobilière. Et voilà, c'est tout. Hein. Comptablement, ce qui se passe, c'est que je pense que la société immobilière, donc elle vous doit des intérêts, mais bon, c'est un move comptable. Franchement, c'est pas grand chose, ça va rien. Il y aura pas d'impact. C'est juste tu prêtes de l'argent d'une boîte à une autre. Donc au niveau des intérêts, c'est pas trop impactant? Non, t'inquiète. Franchement, par rapport à ça, c'est nickel. Donc moi, c'est ce que je vous conseille de faire dans la société. Maintenant, savoir que les revenus des loyers en société vont être imposés. Oui, bien sûr. C'est un peu les désavantages. Ouais. Alors, des avantages, mais pas vraiment. Pourquoi? Parce que dans une société immobilière, quand tu gardes les biens, tu vas déduire les droits d'enregistrement, ce qui va largement diminuer ta base imposable. Et du coup, quand tu fais de l'achat locatif dans une immobilière, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'imposition. Pourquoi? Parce que imagine que tu achètes un immeuble qui te génère 60 000 euros l'année, mais que tu as payé autant, je sais pas moi, 10 000 euros d'amortissement, tu as payé 10 000 euros d'intérêt et tu as payé 25 000 euros de droits d'enregistrement, au final, ton revenu et tes charges, s'équivalent ou même tu as des charges qui sont plus grosses. En gros, on déduit toute la charge d'acquisition des impôts et du coup ça fait en général que ça tombe à zéro. Ouais, exact. Moi par exemple sur mon immobilière, sur une immobilière que j'ai depuis 3 ans, je paye pas d'impôts parce que je fais qu'acheter. Si un jour j'arrête d'acheter, effectivement j'ai moins de charges déductibles et du coup j'aurai plus de chiffre d'affaires, plus de marge et du coup moins de charges, donc effectivement je vais payer l'impôt. Mais tant qu'on continuellement on achète, on peut en tout cas diminuer un maximum l'impôt, voire l'éluder complètement. Après bon, l'État belge, j'aime pas qu'on ait trop de 0 € d'impôt à payer. On risque éventuellement un contrôle, etc. Mais bon, ça il faut voir avec le comptable par rapport à la situation. Mais c'est pour ça aussi que c'est bien de séparer, tu vois. Comme ça sur l'immobilière, tu peux vraiment optimiser toute la situation fiscale, le fait d'essayer de ne pas te payer d'impôt sur ton immobilier, etc. Alors que si tu mélanges ça avec ta situation de travail, malheureusement ça va être chaud. Parce que si on te fait un gros contrôle sur ton travail plus ton immobilière, c'est pas top. Et au niveau de la requalification, ça se passe uniquement quand tu es en privé ou en société de risque? Non, il n'y a pas de requalification parce que en fait, la requalification en privé, elle est là pour dire ah ouais, tu agis comme un professionnel, tu utilises trop les leviers, tu achètes trop souvent et tes revenus locatifs dépassent largement tes revenus de salaire. Et du coup, on ne paye pas d'impôt. Mais en société, on paye de l'impôt. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci sur la requalification en société. Cool. Donc ça c'est ce que je ferai en société. L'avantage fiscal en privé, c'est que évidemment les revenus locatifs sont nets. Hein. Quand tu touches du revenu, c'est du net de chez net. Tu vas juste payer ton précompte immobilier qui est un one-shot annuel. Donc ça c'est évidemment très très faible par rapport au revenu locatif annuel que tu touches, quoi. Pour donner une ordre d'idée, imagine tu achètes un appartement à Bruxelles à 200 000 €, tu vas avoir quoi? Peut-être tu vas avoir quoi? 500, 600 € de précompte immobilier annuel à payer. Mais toi derrière, tu as encaissé certainement je sais pas moi, 10 000 € de revenus locatifs, donc tu le sens pas trop, quoi. Des avantages fiscaux, effectivement il y a l'impôt en société, mais des avantages fiscaux en privé, il n'y a pas de désavantage. C'est juste qu'effectivement le désavantage fiscal en privé, c'est que tu peux pas tout déduire, tu n'as pas toutes les déductions que tu peux faire en société. Et l'autre désavantage, c'est que tu dois faire attention à la requalification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tes loyers dépassent tes revenus de salaire, là ça commence à être tendu et tu vas devoir faire patte blanche et passer en société pour pas te faire requalifier. Parce que sinon la requalification ça fait mal, ils peuvent revenir 3 ans en arrière
et te demander de payer l'impôt sur les 3 années en arrière, ainsi que te demander les cotisations sociales à payer 3 ans en arrière. Donc ça fait mal. C'est limite tu vends un bien pour payer tout ça, quoi. Donc faut bien la préparer, faut pas prendre le risque. Moi je conseille toujours que quand tu as fait 3 à 5 unités locatives, que tu te rapproches vraiment de ton salaire en loyer, là tu montes une société pour continuer en société, pas prendre de risque. Ah, donc pour toi tu conseilles maximum 3 à 5 biens en privé? Ouais, parce que allez, par bien, tu montes vite entre 700 et 1000 euros de revenus locatifs. Donc imagine que tu fais 3 biens à 1000 euros, tu es déjà à 3000 euros. Et du coup, ça monte déjà au-dessus de ton salaire. C'est rare que les gens gagnent plus que 3 5 000 euros, quoi. Donc c'est pour ça en fait. Alors, est-ce que j'ai investi en société ou en personne physique et pourquoi? Donc concrètement, il faut investir dans les deux. Moi, je conseille toujours à la base d'investir 3 à 5 unités locatives en personne physique. Pourquoi? Parce que… Hey, merci de regarder cette vidéo. J'espère que ce contenu te plaît. Je te fais un court message pour te dire que le 6 octobre à Liège, j'organise un événement présentiel avec plus de 250 investisseurs belges. Si tu souhaites nous joindre et passer une journée durant laquelle on va t'apprendre à comment te faire financer ta prochaine acquisition et comment littéralement trouver ta prochaine opération rentable, tu peux juste aller voir dans la description, cliquer et sécuriser ta place. Je te laisse continuer ton contenu. À bientôt. Il n'y a rien à faire. Il y a 2 raisons en fait. La première raison, quand tu as du parc immobilier en privé, c'est à toi. Quand tu as du parc immobilier dans une société, c'est à ta société. Donc ça, c'est déjà hyper important. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans une continuité de développer un grand parc immobilier, le fait d'avoir du parc immobilier privé est intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir utiliser tes garanties privées pour les utiliser dans ton immobilière. L'inverse n'est pas possible. Concrètement, imagine que tu as 3 biens immobiliers en privé et tu veux lancer ta société immobilière et que tu as 100 000 euros de garantie immobilière disponible en privé. Ces 100 000 euros peuvent te permettre de leverage de l'argent dans ta société. C'est quelque chose qui n'est pas trop connu. Que les gens, enfin pas trop connu, c'est pas que c'est pas trop connu, c'est que les gens ne sont pas informés par rapport à ça et pourtant c'est hyper intéressant. Et est-ce qu'il y a des désavantages par rapport à au fait d'utiliser le privé ou la société? Non. C'est quoi, c'est une sorte de prêt, ça? Non, c'est juste que tu peux utiliser tes garanties. C'est comme si, tu vois, c'est comme si t'es mon petit frère et moi je vais acheter de l'immobilier et toi tu as un bien. Et ben moi je me mets en garantie ton bien, je fais une affectation immobilière de ton bien. Donc, tu vois. Là ce que tu es en train de dire, ça veut dire que la villa Waterloo on pourra utiliser en garantie. Exact. Pour développer dans la société. C'est pas une dinguerie. Oh ouais. En fait, surtout qu'en immobilière, ce qui est bien, on va en parler tout de suite, c'est que tu n'es pas limité à la capacité d'emprunt. Enfin, ils vont observer ta capacité d'emprunt, mais en fait, comment est-ce qu'ils calculent les crédits en société? C'est qu'ils calculent par rapport au projet que tu amènes. Ils regardent d'abord que ta société a un rapport revenu-charge qui est OK, qui est minimum à 0. Et ça, en général, dans une société, c'est le cas, hein, sinon tu n'es pas rentable dans une entreprise. Et ils observent en fait le projet que tu vas leur amener. Ça veut dire que le projet que tu leur amènes doit aussi être à 0. Et si en fait tu contres la charge et les revenus, en fait tu peux monter dans les prix. Et ce qui est bien, c'est qu'imagine tu as une garantie immobilière de 500 000 euros. Ça veut dire que tu peux peut-être soulever, je sais pas, 1 million, 2 millions, tu vois, un truc comme ça. Mais du coup, vous n'êtes pas limité à la capacité d'emprunt. Ou en privé, on est limité. Parce qu'en privé, ils vont calculer la capacité d'emprunt sur base de tes revenus privés. Et est-ce que c'est pas encore plus favorable le fait que la maison qu'on a en privé, en réalité sur 100% de la maison, je pense qu'il y a 5% qui appartiennent à la société parce qu'il y a le bureau dans la maison. Ah oui. Est-ce que ça impacte positivement ou négativement le process? Ça, il faudrait demander au comptable, je pense pas que ça change quelque chose. Par contre, quelque chose qui est intéressant, parce que faire des gros projets comme ça, bon, quand on est relativement avancé, c'est bien. Mais je ne le conseille pas fortement. Et il y a un courtier que j'ai rencontré dernièrement qui essaie de démanteler une garantie hypothécaire. Ça veut dire, imagine, vous avez 300 000 euros sur la maison de Waterloo, de disponible. En fait, au lieu de prendre une fois 300 000 euros, lui, il est capable de prendre 3 fois 100 000 euros. Donc de faire 3 acquisitions en utilisant ce leverage de 100 000 euros. Voilà, exactement. C'est possible, mais en fait, c'est chaque fois une question. Je pense qu'il ne m'a pas encore bien expliqué le mécanisme, mais il me semble qu'en fait, c'est juste par rapport à… Je pense que il fait le calcul de la quotité à chaque fois. Et c'est comme ça qu'il arrive à faire ça. Mais donc il faut investir en tout cas en privé et en société, si on peut le faire les deux. C'est l'idéal. Ok. Bon, ça c'est le conseil caméra, mais pour moi. Non, c'est le conseil, frérot. C'est le conseil. Ouais. Bah oui, il faut faire les deux. Ok. Faire les deux directement. Et trouver des moyens de se faire financer dans les deux moyens. Non, c'est… Ok. Pourquoi se contenter d'acheter un bien par an si on peut en acheter 2, tu vois? Ouais. Nice. Ok. Donc
Donc si j'investis dans les deux, quelle serait la stratégie idéale sur 5 ans? Alors, sur la partie privée, malheureusement, là, actuellement, avec la situation sur papier, on ne peut pas investir. Pourquoi? Parce qu'on a un revenu VS la charge qui ne nous permet pas d'avoir du disponible en capacité d'emprunt. La seule solution, comme j'en parlais hier, c'est d'augmenter les revenus pour la même période de temps. En se basant justement sur la mensualité, le seul crédit qu'on a, c'est celui qui restera employé, c'est 1002. Ouais, 1002. C'est la maison. Ouais, 1002, putain, c'est pas beaucoup hein, pour la maison, franchement. Ah ouais? Pour une maison à 700 000, c'est pas beaucoup. Ah bon, ça fait longtemps que vous l'avez acheté. En fait, faudrait faire quoi? Faudrait faire le calcul de. Donc vous avez 1200 €. Alors, c'est qui va faire crédit juste là? Ça c'est important. C'est ma mère. Ok. Et officiellement, elle est mariée? Ouais. Enfant à charge? Ouais. Ok. Donc ça veut dire qu'elle elle doit avoir un calcul de reste à vivre certainement vers 1500-1600 € au niveau bancaire. Ça veut dire qu'il va falloir enlever 1200 et enlever 1500 € de reste à vivre. On est déjà là à 2700. 2700 € où les banques elles vont diminuer pour calculer ce qui reste. Ça veut dire que je te donne un exemple concret pour que tu comprennes. Imagine que demain elles se versent 4000 € de salaire net. Eux ils vont faire quoi? Ils vont faire les 4000 € moins les 2700 que je viens de te dire. 2700 c'est 1500 plus 1002. Exactement. C'est le reste à vivre et c'est la charge de crédit qu'elle a déjà. Et du coup, il va rester quoi? Il va rester du coup 1300 €. Et ça, c'est la capacité d'emprunt. Donc elle va pouvoir emprunter pour 1300 € de mensualité de crédit. Ok, donc salaire moins reste à vivre moins crédit égale capacité d'emprunt. Exactement. Très intéressant. Exactement. Et donc tu vois, là, il va falloir se verser 4000 € de salaire. Et là, ça fait mal. Attends, mais attends, quelle capacité d'emprunt il faut du coup? C'est ça, après la question c'est ok, quelle capacité d'emprunt il nous faut pour acheter en vue de la garantie? Bon, attends, ça c'est après. Ça c'est après. Ça c'est après. Mais là, en fait, je veux juste te faire comprendre que là, le salaire, elle doit vachement augmenter. Ouais. Parce que sur un 4000 net de salaire, ça coûte au total ouais, 7000 quoi. Il faut sortir 7000 € de la boîte pour se verser ce salaire quoi. Ouais, donc ça c'est problématique. Donc à voir si c'est pas plus intéressant de faire quelque chose comme et moi c'est ce que je vais faire, c'est un salaire pour elle, un salaire pour toi par exemple, ou un salaire pour ton père. Okay. Dans le sens où je sais qu'il y a des avantages pour le premier salarié là, tu vois, dans une boîte il y a toujours des avantages qui sont pas énormes. Mais... Celui-là comme ça fait 30 ans, ils sont déjà sautés. Ah ouais, ok, il peut plus avoir ça. Le premier salarié c'était à 30 ans. Donc, Ah ouais. Ah ouais, non, mais de toute façon, ouais, non, vous. Il est peut-être mort. Ah oui, non, mais moi je parle dans le cas où on fait. Ah non, attends. Non, mais ah ouais, non. Il y a vraiment l'avantage premier salarié, ça je le connais, mais malheureusement on peut pas y faire ça. Donc en fait, vous en privé, le gros challenge, c'est vraiment d'augmenter les revenus. D'augmenter les revenus pour arriver à avoir du minimum 1000 € de capacité d'emprunt. Parce que 1000 €, ça permet de soulever 200-250 000 €, tu vois. Dépendant des taux et du crédit qu'on prend. Donc je dirais que c'est le minimum. Et du coup, la question c'est est-ce que c'est intéressant en vue du 7K, 4K, en vue du fait de sortir 7000 € pour en recevoir 4000, est-ce que c'est intéressant de se diriger en privé en vue de ça? Il faudrait faire les calculs, parce que c'est vrai que c'est des montants qui sont quand même importants, mais je suis assez certain, et je peux mettre ma main à brûler qu'en fait moi je préfère payer des impôts pendant une période de temps et arriver à soulever du crédit que de me dire je paye pas d'impôts, je joue petit bras, mais je peux pas soulever de l'argent. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu peux pas soulever de l'argent, pour moi c'est problématique. Il faut toujours trouver un moyen de soulever de l'argent. C'est limite pour moi, le crédit c'est la 8e merveille du monde, ou je sais pas combien il y en a, je sais pas s'il y en a 6, il y en a 7, je sais même pas. C'est genre ça. Mais pour moi c'est ça. Pour moi c'est ça. Okay. Donc en fait, dis-toi juste, allez chez votre comptable, trouvez juste des moyens avec le comptable de faire que vous êtes finançable. Ok. Si on devait faire un petit peu un calcul inversé, de se dire ok, voilà, on a du coup la maison, valeur plus ou moins 700K, ouais. 18 qui ont été payés. En fonction, voilà, je sais pas si tu as déjà estimé plus ou moins du coup la valeur fonctionnable en levier bancaire. Plus ou moins. En fonction de ça, combien est-ce qu'exactement on doit se dire il nous faut comme capacité d'emprunt? Ouais. Si on doit faire un petit calcul inversé. En fait, ce que je ferais moi plutôt dans votre situation, pour pas non plus trop payer d'imposition sur les salaires en société, c'est que je ferai juste de sorte de pouvoir faire du crédit en privé. Je ne me focuserai pas sur les montants,
J'aurais juste une capacité emprunt qui est disponible qui me permet de soulever 200, 300, 400 000 euros, tu vois, pas des montants plus gros. Par contre, dans la société, là, on ferait des opérations qui seraient plus grosses. Donc, on ferait des petites opérations en privé, comme ça, on ne se fait pas trop tabasser par les cotis, les lois sociales, etc. du salaire. Et je ferais des grosses opérations en société parce que là, la société, ben, vous avez la possibilité de pouvoir plus soulever de l'argent. Donc en fait, c'est ça la stratégie, pour moi, c'est ça la stratégie de double investissement. C'est libérer de la capacité d'emprunt en privé pour faire des projets entre 200 à 400 000 euros et en société, faire des plus gros projets avec vos grosses garanties. Donc utilisez vos petites garanties pour le privé, utilisez vos grosses garanties pour la société. En fait, là, le truc que moi je veux me dire, c'est quoi? C'est en vue de cette situation un petit peu compliquée en privé, etc. Voilà, sachant qu'on a quand même une société saine et que nous on est très porté sur la société et que le privé on n'est pas non plus voilà, on peut se dire que ça peut se régler plus tard. Tu sais, par exemple, la maison il reste 7 ans, après elle est payée donc on aura plus 6200 euros de crédit. Est-ce que pendant 7 ans, ben, ce serait pas intéressant possiblement de se dire ok, on fait pas de privé, par contre on utilise la maison en société et on transfère tout ce qu'on a en société, et on utilise la maison, le parce que là si je me dis, si on a 700 000 de Villa Waterloo, plus 600 000 de salles, et qu'on a 1,5 million et quasiment tout est payé, qu'on a 1,5 million de levier en société, plus quasiment 150 cas de liquidité, et qu'on se focus là-dessus en mode one thing, est-ce que tu peux pas soulever un manoir, fils de... Ouais, si. Mais si, je réfléchis. En fait, le truc, c'est qu'en privé, attendre ne va pas être la solution. Attendre que le crédit des 1200 euros de la Villa Waterloo ne va pas être la solution, parce que même si on enlève ce crédit-là, il restera 1500 euros de salaire et derrière on enlève 1500 euros de reste à vivre, il n'y a rien, il n'y a pas de disponible. Donc quoi qu'il arrive, si vous voulez acheter en privé, il faut quand même augmenter les salaires. Donc en fait la vraie question c'est en fait ce que tu viens de dire, c'est est-ce qu'on veut vraiment se casser la tête à acheter en privé ou est-ce qu'en fait on fait all-in sur la société? Est-ce que vous pouvez même faire ce qui est smart, avoir, là il faudrait penser un peu plus tard, c'est faire un achat en indivision. C'est-à-dire vous achetez à 99% avec la société et 1% en privé. Ça permet quoi? Donc, je répète pour faire simple, parce que je te vois tiquer. Donc, imagine vous oubliez le privé. Vous allez all-in en société. Mais chaque achat que vous faites en société, toi tu prends 1% en privé. Ça te permet quoi? Ça te permet que dans 15 à 20 ans, quand les crédits sont finis en société, toi tu peux récupérer le bien à 1% de droit d'enregistrement au lieu de 12,5. Et ça c'est une dinguerie. Ça, pour moi, c'est intéressant, surtout que vous avez une société familiale, t'es fils unique. Ouais. C'est toi qui vas récupérer tout. Donc, ça te laisse la possibilité de tout récupérer dans une situation relativement avantageuse. Tous les biens sur lesquels tu aurais fait ça. Ok, attends. Donc, c'est ça, Valentin Journier, on en avait parlé, et j'avais pas très bien compris la première fois, et là, c'est encore un petit peu plus. Donc, le but, en gros, selon toi, serait d'acheter en indivision. Donc, ça veut dire 99% en société, 1% en privé. Ouais. Et là, qu'est-ce qui serait. Et ça serait avantageux. Ouais. Parce que à la fin du crédit, donc imagine, vous achetez 2 beaux immeubles. Vous achetez 2 beaux immeubles dans la société, 99% la société et 1% toi. Crédit de 15 ans les 2 immeubles. Dans 15 ans, toi, si tu veux, tu vas pouvoir récupérer 100% de ces biens immobiliers-là en payant à ta société uniquement le prix d'acquisition, le prix de la valeur des biens, plus 1% de droit d'enregistrement, au lieu de payer 12,5%. Tu dois quand même le racheter entièrement. Là. Par contre, tu dois quand même le racheter. Ouais. Mais au moins, ils sont à toi en privé. Il faut des fameuses liquidités. Sachant que si vous faites des gros projets, focus sur la société, on pourrait se dire que le privé n'augmentera pas. Ouais. Après, c'est ça rentre dans une vision, comme tu me dis, vous êtes très société depuis longtemps, donc je peux comprendre de fonctionner comme ça, et c'est fine en fait, c'est vrai. Donc, mais voilà, c'est une option, c'est pas obligatoire. Si tu veux, à la limite, tu peux juste faire parfois une opération où tu mets 1% tout en privé. Tu vois, comme ça, si un jour tu veux quand même récupérer un en privé, tu vois, tu peux le faire. Je trouve ça quand même intéressant. En fait, c'est un concept en fait de lisser un peu ce que tu fais en investissement, le risque, la gestion. Moi, j'aime bien en fait lisser tout ce qui se passe autour de la sphère immobilière. Tu lisses tes modes d'exploitation, tu lisses tes localisations, tu lisses l'achat en société ou en privé. Et en fait, en faisant tout ça, ça te permet que, imagine un jour, je sais pas moi, l'achat en société c'est plus avantageux. Toi, tu avais 1% sur un bien, tu peux les récupérer de manière très avantageuse, tu vois. Si ça se passe jamais, ça se passe jamais. Mais au moins, tu vois, tu as des portes qui peuvent s'ouvrir
en faisant ce genre de choses. Ok. Fiscalement, au niveau de la société, pour les colocations Airbnb, il n'y a pas des gros désavantages ou... Non, aucun. Alors, colocation, aucun. Par contre, Airbnb, aujourd'hui, on est obligé d'avoir des autorisations. Donc, tu dois avoir une autorisation en logement touristique. Et ça te demande de faire les démarches. Les démarches administratives sont assez lourdes. Je suis justement en train de les faire et de documenter ça. Hein. Tu sais, je t'en parlais hier. Et tu appelles ça comment, autorisation Airbnb? C'est autorisation de logement touristique. Tu dois avoir, aujourd'hui, plus personne ne peut louer un Airbnb sans avoir les autorisations en logement touristique. On est obligé de faire ces démarches-là. Et il faut que tu fais ça, c'est bon pour tous les biens? Non, c'est par bien. Par C'est une autorisation par bien. Ouais, et ça c'est embêtant parce que c'est assez lourd. Mais bon, quand tu connais, à mon avis, quand tu connais comment le faire, ben voilà, c'est rodé. Moi j'ai créé tout un process là, je vais le faire la première fois, on verra comment ça se passe. Mais c'est vraiment assez lourd et c'est pas sûr que tu puisses l'obtenir. Parce qu'en fait, c'est lié au plan urbanistique de chaque ville, de chaque commune, etc. Ça veut dire que tu peux introduire tes documents préalables, ils appellent ça, demander à la commune et à l'urbanisme et ils peuvent te dire ah non, sur cet espace-là, on ne veut pas de logement touristique. Et donc là, la strat, c'est idéalement de faire ça avant l'acquisition du bien. Alors, parce que si tu as acheté un bien et que tu l'imagines en Airbnb, ouais, et que la commune te dit non. Ouais, alors c'est vrai que ce serait effectivement malin de s'intéresser à comment réagissent les villes et les communes avant. Ouais. Comme ça, tu peux savoir si tu veux le faire. Ouais, complètement, parce que sinon, tu fais quoi? Si tu achètes un bien, on dit non. Ouais. Tu dis ok, moi je fais un Airbnb en société. Et la commune te dit non, toi, désolé, c'est mort. Ouais, mais c'est ça. En fait, si tu bases ton projet uniquement sur de la rentabilité Airbnb, d'office, tu dois avant tout te renseigner, avant de faire même la recherche immobilière, tu dois te renseigner, comme tu le dis, si tu peux faire des logements touristiques sur la zone que tu vises. Moi ici, dans mon acquisition actuelle, j'y ai pensé après. Pourquoi? Parce que moi, ma réflexion, c'était pas de faire du Airbnb quand j'ai acheté ça. Je t'explique, comme ça tu comprends en fait la réflexion que j'ai eue. En fait, moi, quand j'ai acheté cet immeuble ici, enfin, quand j'ai acheté, je ne l'ai pas encore propriétaire, mais je suis en train d'acheter. En fait, je me suis dit, je vais faire un projet mixte, location traditionnelle et colocation. Donc, une location tradie et 2 colocations. Mais après, quand j'ai commencé à calculer les rentabilités en Airbnb, juste pour le faire, pour le fun, je me suis dit, purée, ça augmente quand même de 2000 € par mois le cash flow. C'est quand même énorme. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais quand même tenter de le faire. Et comme je n'ai pas encore signé l'acte, là, j'ai un mois plus ou moins entre aujourd'hui et l'acte, je me dis, ben, je vais quand même voir si on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, tant pis, je serai quand même rentable parce que j'avais budgétisé mon projet comme ça. Raison pour laquelle c'est toujours important d'avoir un double mode d'exploitation. Ouais. Bah, en fait, aujourd'hui, si tu as le logement touristique, tu peux comptabiliser ta rentabilité uniquement sur Airbnb. Mais tu dois quand même être rentable à l'autofinancement sur la location traditionnelle. C'est quand même la base. La colocation, même s'il y a plein de gens qui disent « ouais, mais attention, la colocation, ils vont commencer à mettre des taxes, etc. » Pour l'instant, ça reste quand même relativement OK, légalement. Il n'y a pas de contraintes, jusqu'à 4 personnes dans une colocation. Est-ce que tu penses que ça va arriver, tout ça, les taxes, etc. Ça va arriver, ouais. Ça va arriver. C'est pour ça que c'est important d'acheter en société. Donc pour vous, c'est pas un problème vu que c'est le plan, donc ça c'est good. Ouais. Ok, donc réalisation de dossier bancaire en société. Au niveau de la... Attends, dis-moi. Au niveau de la strat, alors tu penses que, à confirmer avec le comptable, ouais. Mais il y a de fortes chances que ce soit vraiment avantageux de faire que la société. Et de se dire... Moi, je serais vous, je ferais les deux. J'aurais pas de souci à payer mes impôts, mes cotisations, mes NSS, etc. de salaire, parce que je sais que je vais soulever du crédit comme apport pendant quelques années. Ok. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même, tu perds un peu le focus dans le sens où tu vas trouver 2 projets, machin et tout. C'est peut-être mieux, je dirais, dans la première année ou dans les 2 premières années de se dire vas-y, all-in sur la société et tout mettre là-dedans et puis éventuellement de le faire. Je peux comprendre qu'en termes de focus, vous poussez à choisir ça. Ok, top. Bon. Let's go. Du coup, au niveau du dossier bancaire, ouais. Let's go. Ouais. Donc, dossier bancaire en société, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, pour un dossier bancaire en société, il vous faut les 2 derniers bilans. Il faut les 2 derniers bilans de la société. Et c'est à peu près tout. En fait, en société, c'est assez simple. Moi, je vous propose d'aller voir votre banque où vous avez votre compte de société et 2-3 autres gros organismes bancaires. En général, en société, les banques sont beaucoup plus avantageuses que les courtiers. En société? Ouais, en société. Belfius est très bon dernièrement. Belfius, très bon. Mais chez ING, ouais. Bon, vu que la boîte elle existe depuis 30 ans, voilà, vous devez avoir un bon passif chez ING, ils vont vous suivre à mon avis. Hein. Ouais. Donc ça c'est pas un problème. Mais... on a déjà validé 600K. Ouais, donc tranquille.
Tranquille. Mais donc ça c'est si vous achetez dans cette société qui est existante. Ce qui n'est pas mon conseil. Okay. Moi, mon conseil, c'est d'ouvrir une société immobilière et de transvaser l'argent, donc, et de prêter l'argent interbusiness. Est-ce qu'il ne pourrait pas nous poser des problèmes en mode oui, la société est trop jeune et tout ça? Non, je l'ai expérimenté. Donc, la première société immobilière que j'ai ouverte, j'ai injecté 5 000 € de capitaux. On m'avait conseillé de faire ça et on m'avait vanté le fait que le lendemain, j'allais pouvoir financer un bien. J'ai été faire 15 banques, même peut-être un peu plus, et tous m'ont dit non, c'est pas sérieux. Tu fais une nouvelle société immobilière et tu as 5 000 € de capitaux, personne qui va te prêter. Tout c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Augmentation de capital. J'ai rajouté 45 000 €. Ça veut dire que la société avec un capital de 50 000 €, là le mois d'après j'ai financé. Donc en fait, ce qu'il faut faire avec une nouvelle société immobilière, c'est deux choses. Un, c'est injecter suffisamment de capitaux, donc je dirais entre 25 et 50 000 €. Non, et moi ça me dérange pas d'investir les 100, les 110. Ouais, bah en fait, le capital, tu peux pas le récupérer en privé. Ça veut dire que quand tu ouvres une société, tu as capital et compte courant. Donc si tu injectes 50 000 € en capital, c'est l'argent de la société, c'est plus ton argent. Tu vois? Mais ils sont déjà en société. Ouais, ils sont déjà en société. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont déjà en société. Alors si tu prêtes d'une société à une autre société en capital, faut voir si c'est possible, ça j'ai jamais fait en vrai. Ah, c'est ça le truc. Ça j'ai jamais fait. Moi je pensais que c'est justement sur ça que repose la strat, c'est en mode, t'as la grosse société, la maison mère, donc la SPRL, tu vois, et il y a la petite holding juste en dessous, et la maison mère vient prêter à la holding. Ça il faut demander à votre comptable, je sais pas, j'ai jamais fait ça. Ah, moi quand j'ai lancé l'immobilière, j'ai payé en privé, j'ai envoyé les capitaux en privé, et puis maintenant qu'elle tourne, je rajoute en compte courant d'une autre société, tu vois. Mais je sais pas si, parce que en fait, comptablement c'est un prêt d'une société à une autre. Donc là, je reste un peu dubitatif sur le fait que... Le comptable nous avait conseillé de créer une holding immobilière. Ouais. J'ai tendance à penser qu'il avait prévu ce coup. Ouais. Ou pas. Mais... Parce que de manière logique, si ta société vache à lait, elle envoie de l'argent à une immobilière, en capitaux, ben, le problème c'est que l'argent ne peut pas remonter a priori. Je sais pas, il y a peut-être une inscription comptable qui est faisable. Je sais pas, il faut poser la question. Ouais, parce que si c'est pas possible... Si c'est pas possible... C'est super problématique. Bah non, si vous avez vos capitaux privés, vous les mettez là. Vous mettez vos capitaux privés. Après, dès que la société, elle tourne, vous pouvez financer. Là, vous remplissez le compte en compte courant de l'autre société. Ouais, mais je veux dire, ce serait dommage, parce que ça veut dire que les fonds, alors... Mais les fonds privés, vous pouvez pas les récupérer. Voilà, mais ça veut surtout dire que les 110 cas en société que j'ai, ils sont presque utilisables alors. Si, vous allez pouvoir les mettre après. Si, parce que concrètement, tu ouvres ta société immobilière, tu injectes 50 000 € en compte en capitaux de ton argent privé. Donc Lorenzo en privé envoie 50 000 € à sa société immobilière. Donc là c'est good. La société immobilière peut financer le jour d'après. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, pour faire un premier projet, imagine que tu veux faire un projet à 600 000 €. Ben, pour 600 000 €, ou bien tu vas devoir apporter des garanties immobilières ou bien du cash. Imaginons que tu n'as pas de garantie immobilière, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pour t'expliquer le mécanisme. Tu vas devoir apporter du cash. Ben, ce cash, si tu n'en as plus en privé, tu peux l'apporter d'une autre société, en prêt-société. Tu vois? Donc la SPRL pourra quand même prêter? Ouais, bien sûr, elle pourra prêter. C'est juste pas pour le capital, parce que le capital en fait va appartenir à une autre société. Ok. Et comme c'est un prêt, je suis assez certain du coup de manière logique que c'est pas possible. Il y a peut-être une inscription comptable qui permet de déjouer un peu le truc, mais ça il faudrait demander à un comptable. Ok, c'est très technique ça. Donc possible de prêter du capital privé à la société, mais pas possible de société, enfin en théorie pas possible société privée, par contre possible de prêter... En compte courant. En compte courant tu peux prêter, parce que du compte courant c'est un prêt quoi. Tu ouvres un compte courant. Comme Lorenzo pourrait aussi prêter en compte courant à une société et du coup le récupérer. Stratégie d'investissement chiffrée, comment se faire financer à 125%. Ok. Est-ce qu'il y a une astuce par rapport à ça? Bah oui, le 125%, bon, c'est toujours la même chose. Le crédit 125%, on peut plus l'avoir. Ben, c'est pas qu'on peut plus l'avoir en fait, c'est une question de garantie. Ça veut dire que la banque, comment il réfléchit le banquier? Le banquier, plutôt les institutions bancaires, elles calculent le risque sur une tête. Que ce soit une société ou que ce soit une personne privée, elles vont calculer le risque. Mais si toi tu leur apportes suffisamment de sûreté pour couvrir le risque qu'ils vont te prêter, ben en fait ils peuvent te prêter 125% du projet. Donc nous ce qu'on fait avec nos membres, et ce qu'on va faire ensemble, c'est quoi? C'est qu'en fait on va lister toutes les garanties que vous avez. Okay,
On a la maison Waterloo, on a la salle de réception. Quels sont les disponibles là qu'on peut aller chercher en garantie? Imagine que, donc la Waterloo, on a quoi? On a 300 000, c'est ça qu'on a 400 000 euros de gap? Plus. On l'a acheté 250, elle vaut maintenant 700, on a remboursé 18 ans. Ok, disons qu'on a 500 000 pour prendre un chiffre rond. Disons qu'on a 500 000, bah ça c'est une garantie que vous avez. Sur la salle de réception, imaginons qu'on est à quoi? 250 000? 300 000? Ouais, du style 250 000. Ben voilà, là vous avez 2 cartes à jouer. Encore comme je t'ai dit, on peut démanteler. Donc on peut le prendre pour plusieurs projets ou faire un gros projet et ponctionner la totalité de la garantie. Et en fait, le travail qu'il faut réaliser pour arriver à faire du crédit 125%, c'est arriver à suffisamment avoir de garantie qui permet de couvrir les 15% de frais d'acquisition et les 10 à 20% que la banque va te demander en effort propre, voire parfois 25 ou 30% en société. Donc avoir suffisamment de garantie pour couvrir les 15% de frais d'acquisition. Ouais. Et pour couvrir les 10 à 30% d'apport propre pour le crédit. Et en ayant ça, ça permet... Voilà. Et là, regarde, on fait le calcul. Dans le worst case scénario, 15% de frais d'acquisition plus 30% d'apport propre à réaliser, on est à 45%. Si vous arrivez à apporter 45% de ce que vous demandez en garantie immobilière ou en cash ou en garantie immobilière, ben vous arrivez à financer à 125%. Pourquoi? Parce que vos garanties sont suffisantes. Si on arrive à apporter 45% du prêt total. Non, pas du prêt total. Achat plus travaux. Ah. Donc imagine, prenons 1 million. Prenons 1 million d'euros. Vous avez un projet d'1 million d'euros, achat plus travaux. Et dans le worst case scénario, là c'est vraiment worst case, c'est vraiment vous avez un crédit pourri et tout, enfin vraiment une quotité flinguée. Et il vous demande d'apporter 45% du projet. Enfin, pas 45% sur le crédit, mais il y a les 15% dedans de frais d'acquisition. Donc vous devez apporter 45%, qui est équivalent du coup à 450 000 euros. Eh bien là, regarde, on vient prendre par exemple le Waterloo, on vient mettre Waterloo en garantie, et le projet d'1 million d'euros est financé à 125%. Vous dire que là, littéralement, on ne met pas un euro. Exactement. Pourquoi? Parce que vous couvrez les frais d'acquisition et vous couvrez le pourcentage du crédit qu'ils vous demandent. Alors attention, il existe de moins en moins d'organismes qui prêtent les frais de notaire, donc les frais d'acquisition. Donc il faut juste trouver des organismes qui vous permettent de prêter ce 15%-là. C'est une dinguerie ça. Ouais, c'est une dinguerie. Bah, c'est comme ça que les gens arrivent à faire 15%, du 125%. Hein. C'est that's it. Hein. Et pour les banques, c'est good. Pour les banques, c'est good, j'ai bien compris. Au niveau du type de bien, tu penserais me diriger vers quoi? Ma mère, justement, la question de ma mère, elle s'était un peu ok, ils seront faits beaucoup de petits, ils seront faits plusieurs gros. En vue de la situation, il y a en société. Bon, petit et gros, ça dépend de 2 choses. Un, votre niveau d'investisseur. Pourquoi? Parce que faire des gros projets engage des plus gros risques. Et avoir un risque ou avoir 3 petits risques, bah évidemment, on préfère 3 petits risques. Ouais. Maintenant, si vous vous sentez good au niveau des skills immobiliers, bah vous pouvez go sur un gros projet. Ce qui est intéressant. Quelles pourraient être les problématiques éventuelles? Bah, imaginez que vous vous trompez sur une estimation travaux et que finalement les travaux ils explosent quand tu as un gros bien à rénover et que c'est pas une petite réno à 50 000 mais une réno à 200 000. Bah, si vous avez 200 mètres carrés, la chape a été mal faite, il faut la refaire, c'est 15 000 euros la chape. Tu vois, en fait tous les chiffres sont chaque fois plus gros, donc en fait le risque est plus gros si on se trompe sur des choses. Sachant qu'elle a géré la salle de réception, je pense, ouais. Faudra aller. Ouais, si vous vous sentez en tout cas ok avec tout ce qui est travaux et même la mise en location. C'est-à-dire que, imaginez que vous n'êtes pas confiant sur comment est-ce que vous allez mettre en location vos skills quant à trouver des locataires de qualité, etc. Ben, le risque est plus grand parce qu'on a une plus grosse dette et du coup voilà. Donc ça c'est à vous de voir au niveau de vos skills en immobilier. Ok. Et tu peux redire la question parce que je voulais dire un autre truc. Ouais, non, simplement le type. Ah oui, donc si c'était mieux de prendre plusieurs petits biens ou un gros, tu vois. Après, je sais que tu me parlais aussi du truc là des comités de consultation dans les petits appartements, etc. Ouais, les copropriétés. Les copropriétés. Ouais. Parce qu'en soi, je me dis, notre niveau, le but c'est qu'il soit bon. Même s'il n'est pas encore bon, il va l'être d'une façon ou d'une autre. Et je veux dire, je reste entouré déjà des gars comme toi, etc. Tu vois, donc le risque de grosses erreurs, il était un peu moins, tu vois. Ouais. Bah, ce qui est bien quand on fait directement un gros projet, c'est l'économie d'échelle à l'achat et le fait qu'on élimine toute une partie du marché.
Parce que les gars qui vont se positionner sur des immeubles à 600, 1,2 million, il y en a plus beaucoup, tu vois, aujourd'hui. C'est que les professionnels. Et c'est bien parce qu'il y a moins de personnes. C'est mal parce qu'il y a les pros et du coup, ils sont souvent voilà, bien alertes quant aux opportunités. Donc, il faudra vraiment faire jouer le réseau, comme d'habitude. Hein. Okay. Mais ouais, pas de souci, en tout cas, à faire des gros projets. Il faut juste bien vérifier. En fait, tout se passe dans les travaux, en fait. Non, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien vérifier quels sont les montants que vous pouvez soulever. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu m'as mentionné que vous pouvez soulever 600 000 euros. Donc, si on s'assure en tout cas qu'on peut soulever 600 000 euros, ben, du coup, yes, faut trouver quel est le projet le plus rentable pour 600 000 euros d'acquisition, achat plus travaux. Ou je ne sais pas si c'était achat sans travaux, mais en fait, c'est ça la question qu'il faut se poser. En fait, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent des biens sans matcher ça avec leur capacité d'emprunt et leur garantie, et sans trouver la typologie de biens sur les localisations qui sont les plus rentables par rapport au prix. Je donne un exemple concret. Demain, tu as 300 000 euros, mais tu veux acheter un petit immeuble parce que tu veux faire du Airbnb. Et jamais tu vas aller sur le marché bruxellois. Tu vas plutôt aller sur le marché, par exemple, liégeois. Ouais, tu vas trouver le produit qui est le plus rentable par rapport au montant d'acquisition que tu as. Tu vois. Et ça, c'est important à faire matcher. Ok, cool. Je suis en train de me dire un truc. Quand tu achètes des immeubles de rapport comme ça, tu fais quoi? C'est des locations traditionnelles ou plutôt au coloc? Alors, ça dépend de votre philosophie à l'investissement. C'est-à-dire que location traditionnelle, ça va apporter du 4 à 6% brut annuel. Même en immeuble de rapport? Peut-être un peu plus, peut-être 5 à 7, tu vois, mais pas beaucoup plus. Tu vas faire une coloc, bah, tu vas monter directement entre 8 à 12%. Tu vas faire une location courte durée, tu vas monter entre 10 à 15%. Tu fais de la courte durée sur des immeubles de rapport? Tu peux, ouais, si tu as les autorisations, comme on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, avoir les autorisations, c'est gold. Hein, parce qu'il n'y a personne qui veut faire les démarches administratives tellement elles sont lourdes. Ah ouais? Et c'est tellement compliqué de les avoir au niveau des démarches administratives et également parce que bah, voilà, les gens, les communes, etc., ils n'aiment pas ça, que c'est compliqué. Et ceux qui vont avoir les autorisations dans le logement touristique et qui sont légales à faire de l'Airbnb, bah, je peux dire qu'ils sont bien. Hein. C'est pour ça, avoir un immeuble dans son parc immobilier où tu as du full Airbnb, tu as de la full rentabilité et pour moi, tu vas avoir une grosse plus-value latente. Parce qu'on a eu une information d'une personne qui nous a dit que dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? La Commission européenne va voter le fait qu'on doit avoir un numéro spécial pour pouvoir louer en Airbnb ou en location courte durée. Ce numéro-là, personne ne l'aura, sauf c'est les personnes qui auront leur logement touristique. Donc si aujourd'hui des personnes ont leur logement touristique, pour moi, leur bien va prendre en plus-value dans les prochaines années. Dingue. Ok, ouais, donc tout passe vraiment par l'administration, quoi. Putain, c'est dingue. C'est dingue. Ok, je vois bien. Ouais, Et donc concrètement, quoi acheter? Ce qu'il faut faire, c'est quelle est la capacité d'emprunt? Ok, on peut acheter 600 000 euros, nickel. Là, on sait que maintenant notre capacité d'emprunt nous permet d'acheter 600 000 euros. Maintenant, quelle est la garantie qu'on va utiliser pour acheter 600 000 euros? Est-ce qu'on sait éventuellement démanteler une garantie ou est-ce qu'on en prend une full? À voir. 600 000 euros, bah c'est simple, fais le calcul. On peut faire le calcul directement. 600 000 euros, combien ça va vous demander de mettre en garantie? Donc 600 000 euros de projet. 600 000 euros, t'achètes un immeuble de rapport? Travaux plus immeuble? Non. Ouais, 650 000 euros, moi je suis sur une opération 3 unités. 650 000 euros. Disons 650 000 euros. Okay. Bah, 650 000 euros et prenons un pourcentage. En réalité, la salle c'était 680, donc d'office 680. Ouais. Voilà. Okay. Peu importe. Disons, enfin peu importe le chiffre. Disons 700 000 euros. Si vous êtes. Alors, non, on va faire 600 000 euros parce que c'est votre capacité d'emprunt. Vous ne pouvez pas faire plus. Je pars du principe que c'est le cas. Okay. Donc, on a 600 000 euros. Partons du principe que vous devez mettre 15% de frais d'acquisition et que la banque vous suit sur un 25-75. Donc, vous devez apporter 25% du projet, ou bien en apport propre, ou bien en garantie. Donc, ça fait que vous devez apporter 15% plus 25%. Ça fait quoi? Ça fait 30%. Donc, 30% de 600 000 euros, ça fait que vous devez apporter 180 000 euros. Si vous avez une garantie de 180 000 euros, vous soulevez 600 000 euros et vous mettez 0 euros de votre poche. Donc là, la question devient, ok, qu'est-ce qu'on met sur la table pour acquérir ce 600 000 euros d'immobilier? Ok, donc si on achète pour 600K et qu'on apporte 180K, t'as dit? 180 000 euros de garantie ou de cash, et bien là, vous avez accès au crédit, vous soulevez les 600 000 euros. On a accès au crédit sur 25%. Exactement. C'est plus ou moins, ça à vérifier, tout ça, mais
Ceux qui vont un petit peu. Donc tu apportes 200 000 euros sur la table et tu soulèves 600. C'est-à-dire que tu fais x3. Ça résolverait un petit peu le problème qu'on a très peu en société, en cash, en privé à mettre dans la holding. En mode, en privé, j'ai 30 000, tu vois. Exact. Tu vois. Ouais. Donc, toujours toucher les garanties immobilières d'abord. Certainement que vous versez du salaire, mais peut-être pas beaucoup. Donc, c'est si ta mère elle a une EIP ou une PLCI? Non, je sais pas. Non. Par exemple, si elle a ça, c'est aussi du levier, tu vois. C'est un peu comme un bien immobilier. Anthony m'avait dit. Ouais. C'est bien ça? Ah ouais. Tu conseilles? Bah ouais. T'as ça toi? Ouais. Ah ouais, moi j'ai une assurance groupe qui est blindée. Ouais. Et là, tu fais quoi là? À un moment, en fait, le truc, c'est que moi, c'est une assurance groupe spéciale, mais en fait, si tu veux, le mécanisme, c'est quoi? C'est si tu as une assurance professionnelle comme une EIP ou une PLCI, tu vas pouvoir prélever le montant projeté. Ça veut dire, imagine concrètement, à tes 67 ans, tu dois toucher 150 000 euros. Eh ben, ces 150 000 euros, tu peux les prendre pour une chose, pour l'immobilier. Ça veut dire que tu peux dire à ton organisme dans lequel tu épargnes, donne-moi ces 150 000 euros maintenant, que tu n'as pas, hein, et que tu n'as pas encore cotisé, vu que c'est la projection à 67 ans. Et il te les prête pour de l'immobilier. Et en fait, c'est comme un bien immobilier, c'est une garantie supplémentaire. Et est-ce qu'on peut faire SPRL, donc les 100 que j'ai, SPRL, EIP, EIP Holding? Donc petit montage. Bah, en fait, tu dois voir ça comme. Tu dois voir ça plutôt comme. Tes garanties, c'est quoi? Waterloo, la salle de réception. Et imagine que tu as une EIP et tu as du cash. Ça, c'est ta liste de garanties. L'EIP, c'est sans risque. Hein. On peut mettre autant d'argent, il n'y a pas de risque. Ouais, non, c'est pas risqué. C'est pas risqué. En plus, c'est déductible fiscalement pour une boîte. Combien de mon patrimoine en EIP? En fait, une EIP, tu cotises tous les mois. En fait, c'est une épargne pension. Donc, en fait, tu cotises tous les mois pour ta pension. C'est une pension pour les indépendants et chefs d'entreprise. Ok. Donc, c'est. Ouais. Okay. Donc, genre, tous les mois, je sais pas moi, tu mets 500 balles. Tous les mois, tu mets 500 balles. Mais en fait, ce 500 balles, tu ne dois pas te dire « Ah ouais, putain, je me mets 500 balles, mais je vais avoir 150 000 euros. » Tu penses que, moi, la philosophie que j'ai avec l'EIP ou la PLCI, c'est je mets de l'argent qui me permet de soulever de l'argent. Et en plus de ça, c'est quoi? C'est qu'imagine tu ponctionnes les 150 000 euros et qu'après 6 ans, tu as remboursé 150 000 euros de capital sur ce bien-là. Ben, en fait, tu peux dire « Toc toc, libère ma garantie de l'EIP. » Et du coup, tu la gars et du coup, tu vas retoucher cet argent-là à 67 000 euros. Donc en fait, tu as juste utilisé de l'argent pour soulever de l'autre argent, tu as remboursé suffisamment de capitaux et tu relibères. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Ou alors, tu as le crédit par reconstitution. Crédit par reconstitution? Ouais. Et ça, Anthony, il l'explique très bien. En fait, c'est un crédit qui te permet de diminuer ta mensualité et de te prêter de l'argent parce que la banque va pouvoir prendre ton EIP quand le crédit est fini parce que tu es en train de cotiser pour ça. C'est un autre truc, c'est un peu plus. Ok, lourd. Non mais voilà, c'est déjà pas mal d'informations à ce moment-là. Top, ok. Mais donc c'est ça que vous devez faire concrètement. C'est ok, je vais acheter 600 000 euros, je dois mettre combien sur la table et le quoi après. Et là on sait plus ou moins qu'on l'a mappé. Ouais. Ok. Au niveau du modèle de location, ça tu m'as expliqué. Au niveau des villes, je pense que c'est le micro, je pense que tu as des recommandations par rapport à mon type de profil. Ben, non, à nouveau, il faut matcher avec ce que vous devez acheter. Donc 600 000 euros. Si moi j'ai 600 000 euros d'acquisition à réaliser, je fais un immeuble à Bruxelles, 3 petites unités, j'obtiens les autorisations de logement touristique, je fais de la renta de manière légale et mon bien il va prendre en plus-value de manière incroyable dans les prochaines années. Ça, c'est le 6 étoiles de l'investissement immobilier pour 600 000 euros. Une autre possibilité avec 600 000 euros, c'est par exemple de faire un immeuble 5-6 unités à Liège, sur lequel tu as peut-être une ou deux colocs, une ou deux courtes durées à nouveau, et voilà quoi. Ça c'est hyper rentable aussi. Liège et VX. Pour de l'immeuble, ouais. Parce que Liège et Bruxelles sont deux localisations qui sont très bien pour les immeubles. Et comme vous avez 600 000 euros d'acquisition, moi j'irai sur de l'immeuble. Comment tu fais de la courte durée en immeuble de rapport? C'est quoi, les gens ils viennent Ouais. Bah imagine que tu as 3 unités. Ouais. Bah tu as 3 appartements, une chambre par exemple. Bah tu loues une chambre, c'est une unité en courte durée. Le 2 chambres, c'est une unité en courte durée. Qui viennent et qui restent que quelques mois? Alors c'est quelques jours même, hein, parce que courte durée, ils viennent louer une nuitée, 2 nuitées, 3 nuitées, parfois un peu plus. Là, c'est pas de l'Airbnb ça? Si, oui. La location courte durée, c'est Airbnb, Booking, tout ça quoi. Ok, intéressant. Ok. En tour Belgique, on va dire, je me suis mis en focus. Ouais, donc ça tu m'as dit au niveau des villes. Au niveau de la rentabilité brute, voilà, je pense que 10% c'est bien. 8 à 12, entre 8 et 12, dépendant du niveau de risque que tu veux prendre. Mais bon, pour un immeuble comme vous avez,
Pour moi, ouais, 8 à 12, c'est pas un problème en tout cas. Cool. Rentabilité nette, ça va dépendre des charges, c'est difficile à dire, mais tu vas toujours être à 1% en moins que la rentabilité brute pour être bien. Ok. Ok. Au niveau des stratégies d'acquisition, j'avais mis les plateformes ImoWeb, ImoVenture, mais ça tu déconseilles de ouf, surtout pour les notes de rapport, je suppose. Ouais, donc la stratégie pour acquérir ces biens-là maintenant, c'est… Ok, donc je cherche 600 000 euros d'acquisition. Qu'est-ce qui est rentable pour 600 000 euros? J'ai défini que c'était un immeuble de 3 unités à Bruxelles ou un immeuble de 5 unités à Liège, peu importe. À partir du moment où tu as ça qui est très ciblé, ben là, tu vas chercher les agences immobilières qui sont les plus susceptibles de t'apporter cette opération-là. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les trouver sur ImoWeb, tu vas les lister, puis tu vas rentrer en contact avec elles afin de trouver les agents immobiliers les plus dynamiques. Tu vas les appeler, les follow-up et être très agressif derrière eux en leur montrant que tu es solvable et sérieux pour qu'ils t'apportent ces opportunités avant de les diffuser. Parfait, parfait. Et justement, du coup, j'en ai ma dernière question, c'était à propos de la relation de l'agent immo. Est-ce que c'est mieux d'être vu comme le mec blindé qui a zéro problème d'argent, etc., en mode très rouge, tu vois, ou alors justement le petit gars en mode… Non, non, non. Le gars qui… Même pas ces deux-là en fait. Il faut, pour convaincre un agent immobilier de nous apporter une opération off-market, il faut être la personne qui est sérieuse. Quand je dis sérieux, c'est ponctuel, bien habillé et qui montre qu'il est compétent en investissement immobilier ou au minimum qui montre que voilà, il est smart le gars. Voilà. Il faut faire comprendre au gars qu'on a des vrais projets, on a des vraies envies, des vraies motivations. Et la deuxième chose, c'est la solvabilité. Donc faire comprendre au gars, écoute, moi c'est simple, la banque me suit là, j'ai un feu vert, regarde l'immeuble, l'email, il m'a envoyé ça l'email avant-hier, regarde, j'ai un feu vert, je cherche vraiment là, je l'ai absolument acheté. Donc voilà, lui faire comprendre qu'on est solvable et sérieux, c'est ce qui fait que l'agent immobilier va se dire, ok, là je veux faire une opération rapide et je vais prendre une bonne com. Donc dès le début, tu montres que t'es là t'es pas là pour rigoler quoi. Ouais. Ah, moi j'ai joué du bluff quand j'ai démarré, mais de ouf. Genre j'avais pas de biens immobiliers et je dis ouais, je suis investisseur, j'ai déjà une dizaine de biens immobiliers, j'ai l'habitude de faire ça, la banque me suit. Voilà, ce bien ici m'intéresse, hein, mais bon, ce qui m'intéresse le plus, c'est créer une vraie relation avec vous sur le long terme. Et j'entretiens vraiment la relation. Moi, ce qui a fait la différence, c'est que je suis un bon humain et que je suis pas le plus social, mais dans la transaction commerciale, là, je deviens très social. Et du coup, j'arrivais à très très bien connecter des agents immobiliers qui sont restés des très bons contacts aujourd'hui encore. Et on fait encore des opérations ensemble. Excellent. Ok. Ouais, top, je voulais dire un peu de ça. Ok. Au niveau des stratégies de négociation, du coup, comme tu passes un petit peu pour le mec blindax qui gère bien, comment est-ce que tu parviens à négocier bien? Est-ce que tu les négocies ou justement tu ne négocies pas des institutions dans le market? À l'époque, la technique du méchant banquier, tu vois, moi, si un banquier me prête autant. Ouais. Romain, il nous a expliqué dinguerie, ça je trouve ça vraiment trop smart. Pour moi, c'est bête de faire ça parce que tu vas visiter un bien à 700 000 euros et tu viens de dire que tu as 500 ou même 600 000 euros de capitaux d'emprunt. Pour moi, c'est pas le meilleur. Tu peux le faire après l'offre. D'ailleurs, on a un client qui s'appelle Selim qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'offre, il a dit voilà, j'ai tout ce qu'il faut, etc. Et après avoir fait, entre guillemets, ses recherches bancaires, il a été vers le vendeur, il a dit. Parce que le vendeur, il était pris dans le process. Un vendeur, il n'a pas envie de remettre le truc à la vente, l'agent immobilier non plus, etc. Quand tu es en 2 mois de process avec un gars, tu n'as pas envie de stopper tout, que le gars il sorte de la clause suspensive, parce qu'il a le droit s'il a une clause suspensive. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Selim, sous notre conseil? C'est qu'il a… Et en fait, c'était indirect, on n'a pas voulu faire cette négociation directement. En fait, la banque lui prêtait, mais il lui manquait 15 000 euros par rapport au prix d'acquisition. Et du coup, on a juste été dire, écoutez, vendeur, voilà, on peut acheter, nous on est OK pour ce prix-là, mais on n'arrive pas à avoir plus. Est-ce que vous êtes OK de nous faire la vente du coup? Là, on peut signer l'acte dans les 3 prochaines semaines. Tu vois. Et là, il l'a fait dans ce timing-là, et là, c'était parfait. S'il l'avait fait à la base, il avait gagné 15 000 alors. Il avait gagné 17 000 euros en faisant ça. Excellent. Ouais, non, bien sûr, ouais, on pose un peu donc ça, je te conseille pas de faire. Si tu veux faire ces techniques, à la limite, tu l'as fait donc après comme Selim. Tu vois, quand le process il est bien engagé et que ça va leur faire chier de revenir et de recommencer la vente à zéro. Moi, ce que je te conseille plus pour convaincre l'agent immobilier, non, plutôt pour la négociation, c'est juste d'être tellement bon relationnel avec lui. En fait, faire de sorte que l'agent immobilier il est avec toi et puis avec les vendeurs. Juste être un bon humain en fait. Ouais, c'est ça, bon humain. Bon humain, être sympa avec eux, leur faire comprendre qu'ils vont toujours bien gagner leur vie avec toi, que ça va toujours aller vite et bien. Et that's it. Hein.
Carrément, carrément. Et ouais, il ne faut pas hésiter à leur donner des petits cadeaux, bouteilles de vin, des petits trucs à Noël, penser à lui pendant son anniversaire, noter dans son calendrier. Ben oui, c'est eux qui te rapportent de l'argent. Si un agent immobilier t'apporte une opération qui n'est pas sur le marché, qui te fait gagner 25 000 euros, c'est quoi le problème de lui offrir une petite bouteille de vin à 150 euros quand c'est son anniv, tu vois? C'est pas un problème. Excellent, excellent. Ok, cool. Au niveau des strats, des astuces administratives, tu m'avais parlé, il fallait juste aller vite. Ouais, astuce administrative, c'est pas con ça comme question. Alors, l'astuce administrative la plus importante selon moi, c'est la période de latence entre la contre-signature de l'offre et la signature du compromis. Et je t'explique tout de suite pourquoi. Le truc le plus compliqué dans l'immobilier, c'est se faire financer. Quand tu as signé une offre et que les vendeurs ont contre-signé, tu dois courir chez tes courtiers, chez tes banquiers, pour avoir le financement le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que toi, tu as mis une clause suspensive dans ton offre que si tu n'as pas le crédit, tu peux sortir. Ah, tu fais l'offre avant d'être sûr que la banque te pète? Non, alors tu fais d'abord tes recherches au niveau crédit. À la base, tu es sûr à 95% que tu vas avoir ton crédit sur un certain montant. C'est pas officiel encore. Et les règles bancaires changent tellement vite que parfois tu peux avoir des mauvaises surprises. Mais quand tu gères bien ça, en général, ça n'arrive pas. Hein. Mais par contre, pour avoir les meilleures conditions et pour le plus rapidement possible être à l'aise, dès que tu signes dès que ton offre elle est contre-signée des vendeurs, tu files faire tes validations de ton crédit bancaire. Pourquoi? Parce que ta clause suspensive démarre à partir du compromis. Elle ne démarre pas à partir de l'offre contre-signée. Donc ça veut dire que tu as une période de latence, tu peux gagner énormément de temps. Et moi, ce que j'ai fait dernièrement sur un projet, c'est que j'avais 3 projets en même temps, donc j'étais un peu sous l'eau. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait retarder le compromis parce que j'étais en retard sur la mise en place de ce crédit-là, tu vois. Donc j'ai fait retirer je suis en vacances, on signe dans 2 semaines, ça va, je suis en vacances, je peux pas être là. Ouais, mais mandat, machin, non, mais j'ai personne sur place. Et du coup, j'ai gagné comme ça 3 semaines, ce qui m'a permis d'accélérer, de faire le travail sur mon dossier bancaire et d'être à l'aise. Parce qu'à partir du moment où tu as le compromis, en général, tu as 4 à 8 semaines pour avoir ton crédit signé. Mais là, tu es sous pression. Parce que si tu n'as pas ton crédit, ou bien tu as perdu ton temps, ou bien parfois tu as perdu ton argent parce que tu as bloqué 5 à 10% au notaire ou à l'agence. Et du coup, ça, c'est le moment le plus important administrativement pour moi. Le reste, il n'y a pas vraiment de… Ok, excellent, excellent. Ok, top, merci. C'est cool. Au niveau des travaux, voilà, je pense pas qu'il y ait grand-chose. Voilà, simplement, on commence à s'assurer pour les vis cachées. Je crois que ça m'a merci, en vrai. Les plus gros postes, c'est quoi? C'est la toiture. 2, les plateformes. Donc, est-ce que c'est une structure en bois? Est-ce que c'est une structure en béton? Évidemment, une structure en béton va être beaucoup plus valorisée et va être beaucoup mieux. Maintenant, si c'est une structure en bois, juste s'assurer qu'il n'y a pas de gros grincements, qu'il n'y a pas de gros dénivelés. Sauter, moi, ce que je fais toujours quand j'arrive dans un bien en structure en bois, c'est que je cours un peu et que j'observe s'il y a trop de grincements, s'il y a des changements, etc. Ou si je ressens des rebonds, ce qui n'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit très, juste stable. Autre gros poste, c'est quand même les châssis. Et alors, le reste, c'est tout ce qui est problème d'infiltration et humidité. Donc, toujours aller dans les caves pour voir s'il n'y a pas de l'humidité qui vient des caves, donc ce qu'on appelle l'humidité ascensionnelle. Et observer dans tous les coins s'il n'y a pas trop de taches noires, etc. Aller toucher les murs pour l'humidité, pour voir si c'est pas humide. Dès qu'il y a l'humidité, c'est red flag à fond, ça. En fait, c'est red flag, mais il faut voir d'où elle vient. Si c'est une infiltration parce qu'il y a une gouttière en fait qui est juste pourrie et que c'est un filtre sur le mur, on règle la gouttière, c'est réglé, ça sèche le mur et c'est good. Par contre, si la gouttière elle est dégueulasse depuis 5 ans et qu'en fait ça a pourri tout le mur et que ça a pourri même le mur d'en bas, là c'est chaud, tu vois. Là c'est chaud. Il va falloir peut-être injecter des trucs dans les murs, machin, faire des choses qui vont coûter plus cher. Mais bon, encore une fois, c'est des problèmes qu'on peut résoudre. Parce que ça veut dire que si c'est problématique et que le vendeur, en fait, il savait même pas ça, et que toi, tu dis au vendeur, écoute, ton mur, il est pourri, moi, je vais devoir injecter 10 000 balles dans ce truc, et que tu dis, écoute, je suis OK de prendre ce problème, je te résous ce problème, mais tu me diminues de 15 000 € le prix d'acquisition. Tu résous le problème. Ok, cool. Pour jamais se faire baiser par l'entrepreneur, simplement le fait de mettre des gros contrats encore. Donc déjà, la sélection de l'entrepreneur, il faut sélectionner un entrepreneur en qui tu as confiance, donc c'est-à-dire de préférence quelqu'un qui a déjà fait des travaux pour toi ou pour quelqu'un d'autre, et ensuite vérifier s'il est en ordre de cotisation sociale, en ordre de TVA, s'il est bien repris à la Banque Carrefour des entreprises, hyper important, et signer un contrat avec lui. Les gens ils font pas ça. Les gens ils ne signent pas de contrat avec leur entrepreneur, et les délais, les entrepreneurs ils les rallongent, les surplus ils les rallongent.
Et ça, c'est problématique. Il faut signer un contrat qui dit tu commences quand, tu termines quand. Et sur quel schéma est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on travaille sur un schéma où c'est un prix fixe et il n'y a pas de surplus et on le note noir sur blanc, du coup qu'il n'y aura jamais de surplus? Ou je te paye par tranche et on fonctionne d'une autre manière? Enfin bref, il y a plusieurs manières de faire, travailler en régie et autres. Mais il faut un contrat en tout cas, signé dès demain. Ouais, t'as complètement raison. Ouais, cool. Au niveau de l'entrepreneur, justement, tu conseillerais plutôt en black ou en… Non, société déclarée, société sérieuse, même à payer plus cher. Et sur les travaux, il ne faut pas lésiner. Je préfère payer plus cher mes travaux et d'être tranquille pendant 15 à 20 ans et de payer plus cher parce que c'est une société qui fait bien le taf, qui respecte les délais, etc. Parce que ce que tu perds sur les délais en prenant quelqu'un de moins cher, tu le perds en revenu locatif. Ouais, complètement. Ok, au niveau de l'ameublement, c'est voilà, peut-être question de bête, mais je sais pas si tu as des astuces par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Ameublement, alors… Quand tu fais de location traditionnelle, pas d'ameublement, donc là il n'y a pas de souci. Quand tu fais de la colocation, moi ce que je fais, c'est budget de 1 500 € à 2 000 € par chambre. Et là tu t'arranges à avoir juste le nécessaire sur lit, minimum du 160, matelas, à l'aise sur le matelas, c'est ce qui protège le matelas de l'humidité. Ce qui va protéger plus le matelas parce que c'est toi qui le payes, donc ça va augmenter la vie de ton matelas. Okay. Et puis le reste, c'est bureau, chaise de bureau, lampe de bureau et armoire pour les vêtements. C'est tout. Ça, c'est le basique qu'il faut mettre dans une chambre de colocation. Ça doit coûter entre 1 500 et 2 000 € par chambre. Tu peux faire du tout Ikea ou tu peux aller fouiner un peu à gauche à droite, à toi de voir. Mais les deux fonctionnent, j'ai fait les deux moi. Ok, cool. Pour le Airbnb, évidemment, c'est tout un ameublement, c'est la décoration compris. Donc ça, c'est beaucoup plus fourni. Ouais, complètement. Ok, cool. Au niveau de la mise en location, je sais pas si tu avais des conseils par rapport à ça. Bien sûr. Mise en location, alors la première chose, c'est la réalisation de l'annonce. Un, photo professionnelle. Ouais, les photos, on réutilise, donc tu peux le faire une fois pour toute la vie de ton bien immobilier, tu t'en fous. La deuxième chose, c'est l'annonce. La réalisation de l'annonce, c'est ce qui te permettra d'avoir plus de trafic vers ton annonce, donc il faut faire une annonce professionnelle. Moi, je prends littéralement un gars qui est spécialisé dans les annonces sur Airbnb, par exemple. Je le paye 120 € par annonce et il me fait un truc, c'est un copywriter en fait. Le gars, c'est un copywriter des annonces immobilières. Ouais. Excellent ça. Et trop fort. Ok. Il te fait une annonce de fou. D'ailleurs, c'est un putain de créneau pourtant ça. Je trouve que c'est un putain de créneau. Bah, tu le payes beaucoup, je suppose. Bah, je le paye 150 € l'annonce. C'est vrai que c'est pas énorme. Ça lui prendrait pas beaucoup de temps, quoi. Je sais pas, mais ces annonces elles sont blindées quand même. Franchement, je crois que ça lui prend quand même 3 heures. Franchement. Ou alors il utilise ChatGPT et il accélère à fond. Et… Ok, est-ce qu'il y a des plateformes sinon pour les locataires traditionnels? Les plateformes dépendent de la mise en de l'exploitation. Donc le traditionnel c'est du ImoWeb et Facebook. Ouais. Et Facebook. Ok. Je sais que tu avais un filtrage. Ouais, ça c'est hyper important. Alors le filtrage en fait, il est surtout important quand tu diffuses sur Facebook. Il est valable en fait même sur ImoWeb. Mais le truc c'est que je parle de Facebook pourquoi? Parce qu'en fait nous on diffuse beaucoup sur Facebook. Non, même pas parce qu'on voit leur profil, c'est parce qu'on diffuse beaucoup sur Facebook et… Avec ton compte perso? Ouais, on diffuse sur Facebook parce que en fait aujourd'hui il y a plein de groupes Facebook qui te permettent de toucher plein de personnes. Après combien de biens commences-tu à automatiser ton parc? Directement. On est fainéants nous. On est fainéants. Non. Dès que tu achètes un bien, il faut directement t'automatiser certaines choses. Même si moi honnêtement, si je reviens à zéro et que j'ai plus de biens immobiliers et que j'achète mon premier bien immobilier aujourd'hui, je vais directement tout déléguer. Quels sont les postes de délégation? La communication. Donc je vais payer quelqu'un, pas cher, qui va communiquer avec mes locataires. Comme ça, il va m'enlever ce stress, on en parlait d'ailleurs hier. Il va m'enlever cette pression de chaque fois être sur le qui-vive, de répondre, d'être dans la réactivité. Tu payes quelqu'un qui le fait, c'est son job. Donc lui, il est payé pour ça. Il est payé pour résoudre des soucis de communication. Donc ça, c'est une chose, la communication. La deuxième chose, c'est tout ce qui est manutention et ménage. Donc là, directement, je trouve quelqu'un qui fait ma manutention. Je trouve quelqu'un qui va faire mon ménage. Ok, ça va plus être pour de la colocation, moyenne durée et courte durée. En location traditionnelle, la manutention il y a, mais il n'y a pas de ménage. Et le troisième poste, c'est le turnover. Donc le turnover, c'est le fait qu'il y a toujours un locataire. Et dans le poste turnover, tu as deux pôles. Tu as le pôle contrat. Donc bien s'assurer d'avoir des contrats bien réalisés. Et le deuxième pôle dans le turnover, c'est avoir un système pour justement faciliter ce turnover. Et donc moi je mettrais directement en place tout ce qui me permet d'automatiser ces trois pôles-là.
Yes. Top. Yes. Nice.